Bonjour à tous. Donc moi je suis Agathe Benvenuti, je suis la secrétaire du conseil d'administration des Alumni. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la table ronde. Donc on a 5 intervenants qui ont accepté de nous rejoindre ce soir pour parler d'agro et d'intelligence artificielle. On a appelé ça regard croisé sur une révolution en marche, mais ils vont nous en dire un peu plus. Donc je vais vous passer la parole un par un. On va essayer de tenir un timing assez condensé parce que comme dit Marlène, on a envie tous d'aller au pot après l'AG. Donc j'espère ne pas trop devoir vous interrompre, mais je pense que ça devrait susciter pas mal d'intérêt, de questions. L'idée c'était un peu de lancer le débat, de vous donner un avis. C'est pas une conférence complète du tout. C'est vraiment une petite accroche sur ces sujets-là qui sont beaucoup discutés dans l'actualité et donner un peu une vision d'agro. Donc pour démarrer, on a Aurore de Montlin qui va nous présenter un panorama sur l'IA ou l'intelligence artificielle dans le travail. Basé sur droit notamment. Donc je te parle. Tu peux venir. Je te laisse changer les slides ou je les change pour toi, comme tu veux. Je vais te le faire. Voilà, je te donne la main. Bonsoir à tous. Donc je suis ravie d'être ici. C'est ma première AG. Et ce livre blanc, c'est aussi un peu grâce au dynamisme de ce réseau, puisque c'est grâce à Raphaël Guinic, qui était au club des agro-dirigeants avec moi, qui m'a mis en relation avec une personne. Puis 3 mois plus tard, quand je l'ai revu, je lui ai dit, Raphaël, on a écrit un livre blanc sur l'IA. Voilà. Donc, ce livre blanc qui vient de sortir, voilà, c'est depuis le 4 avril. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment donner la parole aux dirigeants. Donc, on parle beaucoup d'IA dans les médias, les grandes entreprises de tech. Et là, vraiment, ce qu'on a voulu faire, c'est que les dirigeants prennent la parole. Donc, on a été les interviewer. Des dirigeants de tous les secteurs. On a réussi à avoir plus de 40 dirigeants. Et voilà. Et là, c'est vraiment un témoignage. Et c'est intéressant de voir la réalité du terrain. Alors, pour commencer, on va juste regarder une petite vidéo, écouter certains de ces dirigeants sur l'IA. Et si demain arrivait plus vite que prévu ? Je suis convaincu que l'IA est notre avenir, et plus largement du monde. Nous voyons l'IA comme l'arrivée de l'électricité le fut à la fin du XIXe siècle. L'IA est déjà présente dans notre quotidien. Elle est entre nos mains. Ce n'est pas une évolution, c'est une révolution silencieuse, déjà en marche. La question n'est pas de jouer à se faire peur sur l'avenir, mais à tirer parti individuellement et collectivement de la valeur ajoutée de l'IA. Qu'on le souhaite ou non, que l'on approuve ou désapprouve l'arrivée de l'IA, c'est une nouvelle donne que nous devons prendre en compte pour nos entreprises. Mon rôle, en tant que dirigeant, est de veiller à ce que cette transition se fasse de manière utile et éthique. L'IA est dans tous les esprits. Ce n'est pas une énième techno à la mode. Elle va changer beaucoup de choses. Plus de 40 dirigeants ont partagé leurs visions et leurs actions sur l'IA. Et vous, êtes-vous prêts ? Ok, donc on va regarder maintenant un petit peu, donc quand on a interviewé ces dirigeants, la première question qu'on leur a demandé, c'est quelle est votre vision de l'IA, quelle est votre perception, et le retour, c'est que 100% des dirigeants sont convaincus, mais moins de 10% ont une stratégie définie. Donc ils sont tous d'accord pour dire que l'IA, c'est vraiment une rupture, mais son adoption est encore à la marge. Et beaucoup d'entreprises, en fait, se contentent d'expérimentations ponctuelles, souvent déconnectées des enjeux cœur de métier. Donc, il y a un écart entre les promesses attendues et les résultats obtenus. Et bien sûr, le défi, c'est le passage à l'échelle. Comment on peut passer d'un POC isolé à une solution intégrée et généralisable? Si on regarde côté marché, les technologies avancent très vite. Mais les dirigeants disent souvent qu'il manque de solutions qui sont contextualisées, qui sont adaptées à leur contexte dans leur entreprise, qui sont fiables et véritablement intégrables dans leur écosystème métier.
Donc ça, c'est pour les perceptions. En ce qui concerne le rôle, et ça, c'est vraiment intéressant, on s'aperçoit qu'en IA, le vrai levier d'action, c'est pas la technologie, mais c'est le leadership. Et le rôle des dirigeants est extrêmement important. Et on voit que les entreprises qui avancent, ce sont celles où les dirigeants assument un rôle actif, clair et structurant. Et donc, il y a trois points dans ce rôle. C'est piloter, c'est-à-dire poser une vision claire, relier l'IA à la stratégie d'entreprise, actionner, par exemple créer des équipes hybrides métiers tech, et sécuriser, encadrer les usages, rassurer les données, accompagner les impacts sociaux. Donc, c'est 3 points importants de rôle identifiés. Et quand on regarde des best practices, ce qu'on voit, c'est des entreprises qui ont mis des gouvernances IA, c'est-à-dire avec des responsabilités bien identifiées, une roadmap progressive et une charte IA pour cadrer les usages et construire la confiance. Donc, on peut dire que sans impulsion des dirigeants, l'IA va stagner au stade de la curiosité et du gadget. Si on regarde les actions, en fait, on est vraiment à une phase où on passe du stade d'expérimentation vers une intégration. Et si on regarde les actions déployées dans les entreprises, on peut dire que la quasi-totalité des organisations, ils ont lancé des POC et Proof of Concept. Ils ont identifié quelque chose où ils pouvaient utiliser un concept où ils pouvaient utiliser l'IA pour l'optimiser. Voilà. Et le second stade, c'est les entreprises qui ont mis des ressources dédiées avec des budgets, engagé des investissements spécifiques. Elles ont par exemple créé des cellules IA mixtes avec des métiers, IT et data. On voit ça aussi. Et plus rarement, on voit certaines entreprises qui ont fait une cartographie systématique des cas d'usage, les cas d'usage à fort potentiel. Donc, ils ont priorisé leurs cas d'usage. Et on peut dire que pour passer réellement à cette phase d'intégration, il y a 3 étapes. La première, c'est ce qu'on appelle acculturer, c'est-à-dire qu'il s'est formé largement les équipes en interne. La deuxième, c'est intégrer, c'est-à-dire intégrer l'IA aux outils métiers, aux SI, aux processus existants. Et le troisième, bien sûr, mesurer. Si on regarde les limites, ce que nous ont dit les dirigeants sur les limites, et en fait, on s'aperçoit que les freins structurels et culturels sont plus importants que technologiques. Donc, il y a toujours cette idée, ce questionnement autour de la sécurité, la souveraineté, la résistance au changement en interne, la méfiance des technos. Et pour lever certains verrous, adapter des solutions sur mesure semble une bonne façon d'approcher l'IA. Donc, se poser des questions sur qu'est-ce que je vais utiliser comme hébergement local ou cloud. Est-ce que je vais prendre un modèle propriétaire ou open source, etc. Je ne vais pas rentrer dans les techniques. Et puis, le second point qui est très important, c'est un accompagnement humain fort. Donc ça aide aussi à lever les verrous. Et troisièmement, bien sûr, avoir des critères d'évaluation technologique robustes. En fait, pour apporter une image, on peut dire que l'IA ne s'achète pas comme un logiciel. Elle s'évalue comme une infrastructure critique. Et dernier point, dernier volet de ce livre blanc sont les attentes. Et ici, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on a demandé aux dirigeants, mais si vous aviez une baguette magique, quelles seraient vos attentes de l'IA? Et en fait, ils ne demandent pas une IA spectaculaire ou futuriste. Ils attendent une IA utile, fiable, intégrable et pilotable. Et donc, leurs exigences, c'est l'IA qui soit contextuelle, c'est-à-dire l'IA qui vraiment prenne en compte l'environnement métier, les données internes, les contraintes opérationnelles. Et l'IA qui soit accessible, c'est-à-dire qu'elle doit être utilisée sans expertise technique. Et enfin, troisième point, une IA fiable. Donc, on peut dire, en fait, ce que montre l'enquête, c'est que les entreprises qui avancent, elles ne se contentent pas seulement d'acheter des outils, elles intègrent l'IA comme un système. Et vraiment, dans cette phase, qui est cette phase d'intégration, le dirigeant n'est pas un observateur, mais vraiment un architecte. Et évidemment, le résultat final, c'est arriver à faire de l'IA un levier d'amplification des équipes lorsqu'elle est bien intégrée.
Donc on peut dire qu'en fait on est passé probablement d'une phase de compréhension intellectuelle à vraiment une transformation réelle. Merci beaucoup et je vous ai mis le QR code si vous voulez télécharger le livre blanc. C'est gratuit. Merci beaucoup Aurore. Ce que je vous propose, c'est qu'on va avoir tous nos intervenants les uns à la suite des autres et puis on prendra des questions. Et puis comme ça, on prendra des questions à la fin, ce sera beaucoup plus simple. Si on veut faire marcher le QR code, il faut qu'on en petite... en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder ce livre, comme il vient de sortir, c'est le moment d'échanger avec Aurore. Donc, merci beaucoup pour cette introduction, je pense que ça ouvre vraiment le sujet. On va continuer avec Léonore, qui est, elle va se présenter, mais je pense que chef de projet Hercule 4.0, donc travaille à l'école. L'idée, c'est de vous montrer un peu ce qui se passe côté AgroParisTech. Bonjour à toutes et à tous. Moi je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous présenter le projet démonstrateur Hercule 4.0. Donc c'est un projet qui est issu en fait d'un consortium de 8 établissements de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire. Donc vous voyez l'ensemble des établissements concernés et qui est donc à la tête l'Alliance Agrinium. C'est l'Institut Agro-Dijon et Agrinium qui pilote ce projet. Il vise en fait à expertiser les différents usages du numérique et à expérimenter en fait de nouvelles approches. Et il s'articule autour de 12 travaux, dont le nom d'Hercule, et se décline en plusieurs groupes de travail. Donc ça vous donne vraiment l'aperçu des 12 travaux. Et ces groupes de travail œuvrent en fait sur des problématiques d'accompagnement. Donc c'est surtout organisationnel, d'équipement, mais aussi de pratiques pédagogiques. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir préparer au mieux nos ingénieurs agro et véto aux enjeux de demain, aux mutations sociales, environnementales et là surtout technologiques, et aussi de pouvoir, vous disiez tout à l'heure, s'emparer de s'acculturer aussi au fonctionnement et aux usages. Donc on le verra autour de la réalité virtuelle et autour des intelligences artificielles génératives, à la fois pour les enseignants et pour les étudiants. Donc là, je vais vous présenter 2 axes. Donc dans un premier temps, via le prisme de la réalité virtuelle et dans un second temps, via le prisme de l'intelligence artificielle générative. Donc en fait, dans le cadre de la thématique de la place du numérique dans la formation, il y a un groupe de travail Hercule sur la réalité immersive qui a été lancé en octobre 2023 et qui s'intitule en fait comment enseigner et apprendre autrement avec l'usage de la réalité virtuelle. Et de là, en sont ressorties 3 grandes thématiques. Donc la première, c'était les soft skills pour aider, aux entretiens de recrutement, à la manière, de se présenter, par exemple. La clinique virtuelle, donc pour les établissements vétérinaires, et puis les visites de ferme ou fausses pédologiques. Et AgroParisTech a choisi de se positionner sur la thématique de la visite de la ferme. Et c'est Katia Lucci, alors elle n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui est ingénieure pédagogique donc au sein du département sciences ingénierie agronomique forestière de l'eau et de l'environnement. Et c'est elle qui pilote ce projet qui s'intitule Expérience immersive à la ferme expérimentale de Grignon et qui travaille donc en étroite collaboration, vous la rencontrerez tout à l'heure avec Constance Glohagen qui est dans la salle, qui est experte VR chez AgroParisTech, et Bastien Croûte de Paille qui est technicien audiovisuel. Et l'équipe de la ferme est également intégrée à tout ce travail, ainsi qu'un ensemble d'enseignants-chercheurs. Il y a 6 thématiques qui ont été sélectionnées. Donc il y a la laiterie, la salle de traite, le méthaniseur, l'alimentation, l'élevage de précision et le tour de plaine, comme vous parliez tout à l'heure. La présentation générale de la ferme est également prévue dans ce travail. Et ça s'articule, donc ça Constance pourra vous en parler lors de l'animation de tout à l'heure. Et autour, elle accompagne en fait les enseignants à l'écriture du script. Ensuite, il y a toute une captation vidéo qui est faite avec l'équipe au sein de la ferme. Et enfin, Constance intègre l'ensemble des éléments dans un outil qui s'appelle Uptail et qui est d'ailleurs financé via Agrinium dans le cadre du projet Hercule. Donc vous pourrez tout à fait tester comme si vous étiez un vacher dans une salle de traite tout à l'heure lors des animations pendant le pot de networking.
Dans un second temps, donc le deuxième volet, c'est l'intelligence artificielle générative. Il y a eu aussi un groupe de travail au départ dans Hercule qui était vraiment axé, vous voyez, sur l'évaluation, le plagiat. Et du fait des avancées très rapides des IAG, ils ont donc intégré l'IAG dedans. Et eux, ils sont partis d'un observatoire des usages. Donc, vous voyez, l'idée, c'était vraiment de recenser quels sont aujourd'hui les besoins, les points de vigilance, les recommandations. Et il y a donc 3 grands chantiers qui sont menés actuellement chez AgroParisTech, en parallèle de ceux d'Hercule au national. Donc le premier, on en parlait, c'est autour de la charte, d'en parler donc c'est vraiment, il y a des travaux qui ont d'abord mené là en novembre 2024 à l'élaboration de recommandations à destination des étudiants pour vraiment qu'ils aient une utilisation, responsable, éthique et raisonnée de l'IAG. Et l'idée, c'est que comme il y a d'autres projets comme le nôtre, ce qu'on appelle interdémonstrateur, il y a une charte, nationale qui a été montée. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait la mettre en application dans l'ensemble des établissements. Donc ça, c'est un travail qui est en train d'être mis en place. Et il y a un deuxième chantier, c'est on est en train de faire des expérimentations des outils de ChatGPT et Knowledge au sein d'AgroParisTech. Donc il y a une vingtaine d'enseignants ainsi que la bibliothèque du campus de Palaiseau, mais aussi à Nancy, et aussi des ingénieurs pédagogiques qui testent ces outils-là. Donc ça, vous pourrez aussi en parler avec Enrique Gonzalo qui est dans la salle. Voilà, si vous avez des questions, et on vous proposera un défi IAG culinaire tout à l'heure. Et enfin, le troisième chantier, c'est on travaille sur un module e-learning de sensibilisation à l'IAG. Et là, on a la chance de pouvoir bénéficier d'un compagnonnage avec un projet équivalent au nôtre qui s'appelle INSA 2025. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un réseau d'écoles, mais plus autour de la chimie physique. Et eux ont créé ce module et nous, on peut capitaliser sur le travail. Et les équipes d'ingénieurs pédagogiques chez AgroParisTech sont en train de l'adapter aux problématiques et aux besoins d'AgroParisTech actuellement. Donc l'idée, c'est de définir ce qu'est l'IA, comment on l'utilise et surtout du point de vue, de l'enseignant, pour quels usages, du point de vue de l'étudiant et pour quels usages, et que les deux se échangent et se confrontent et puissent nourrir les réflexions. Les enjeux environnementaux, éthiques et sociétaux seront également vus et il est prévu aussi d'intégrer des témoignages d'enseignants-chercheurs, d'étudiants et aussi d'ingénieurs pédagogiques sur cette utilisation-là. Parallèlement à cela, la direction de la formation AgroParisTech a lancé un groupe de travail qui s'intitule IAG et enseignement depuis janvier 2025 et qui donc traite toutes ces questions-là. En conclusion, c'était vraiment un panorama en fait qui vous permet de voir en quoi un projet démonstrateur comme Hercule permet à la fois d'avoir, des apports financiers, techniques et humains qui nous permettent vraiment de pouvoir œuvrer pour mettre en place des projets pédagogiques numériques innovants. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus. Ça permet d'impulser et c'est très moteur pour beaucoup de choses chez AgroParisTech. Et si cela vous intéresse, il y a un site qui est dédié, dans lequel vous pourrez retrouver l'ensemble des actualités et aussi des travaux qui sont menés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Léonore, et puis un bon teasing pour tous les ateliers qui viendront après, donc ça vous incite à rester après l'AG. Du coup, on va continuer avec Vincent Guy, qui est professeur à AgroParisTech, qui va nous parler d'IA et d'éthique. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Donc on va parler d'IA, j'ai pas mal de transparents mais je vais passer vite dessus, l'idée c'est plus de lancer la discussion. Donc, bon, en intransparent, l'IA générative c'est pas magique, c'est un truc qui prend un morceau de texte, qui le découpe, qui le modélise et qui est capable de prédire le mot d'après. Donc, si on a une distribution de probabilité conditionnelle en tête, on a compris ce qu'était l'IA générative, et évidemment, ça va avoir un certain nombre de conséquences sur la suite. Sur les autres aspects techniques, je passe rapidement. Le truc, c'était de découpler la partie technique, ce que c'est, parce que c'est un objet qui est assez simple en fait, avec les usages qui sont incroyables. On en fait. Ça remet pas en, je veux dire, le fait que l'objet soit simple ne remet pas en cause ce qu'on en fait. Et là, il y a tout un tableau, mais c'est pareil, ça, on en parlera à un autre moment, puisque moi, j'ai été mandaté pour parler plutôt des limites et de la réflexion autour des outils d'IA. Alors, je fais encore un détour. Ce détour, c'est comment on s'est saisi de ce sujet à AgroParisTech.
Et en fait, déjà, on s'en saisit d'une manière spécifique due à la conjoncture. On est sur des outils qui sont mouvants. Et en fait, il n'y a pas que les outils qui évoluent. Les outils, c'est ce que j'ai marqué en bleu, ils sont incroyablement plus accessibles aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc le contexte est radicalement différent. Mais nos étudiants ont changé aussi. Les étudiants sont incroyablement plus forts en informatique aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et donc ça, c'est la croisée des chemins. C'est le moment où il faut comprendre qu'un ingénieur agro aujourd'hui, il peut mener des projets d'intelligence artificielle incroyablement avancés. Il y a 3 niveaux en fait en IA. Il y a les utilisateurs de ChatGPT. Et en fait, il faut quand même former un petit peu, savoir ce que c'est, les forces, les faiblesses. Il y a utilisateurs de l'IA. Et ça, aujourd'hui, c'est tous les ingénieurs. C'est pas les informaticiens. C'est les agros. On doit être capable d'aller chercher les outils sur l'étagère et de s'en saisir sur des données. Et puis, il y a développeurs des produits d'IA. Bon, là, d'accord, on est sur des spécialistes qui font un choix très particulier de travailler là-dedans. Mais c'est très important de distinguer ces différents niveaux. Si on parle maintenant des défis, donc des aspects éthiques, j'ai essayé de faire une petite nomenclature. On va commencer par la vérité de ces outils, ou la non-vérité plutôt, la neutralité, les aspects écologiques, économiques, la sécurité et puis les interactions avec l'humain. Donc tout d'abord la vérité, si vous avez compris le message du premier transparent, il n'y a pas de vérité. On prédit le mot d'après et le mot d'après et le mot d'après, et on le fait avec une précision qui est incroyable, mais on le fait avec aucune garantie sur la véracité du message qui est délivré. Donc c'est à la fois fantastique, et puis à la fois, évidemment, il faut prendre un petit peu des gants quand on manipule les résultats qui sortent de ces outils-là, et régulièrement, on fait des fautes, on fait des approximations, voilà, et le modèle ne cherche pas à vous tromper, il n'y a pas de volonté, par contre, il faut prendre des précautions quand on les utilise. Sur la neutralité, c'est pareil. Un modèle d'IA, il est jamais neutre, et absolument pas neutre. On le conçoit avec des biais, on a des données qui elles-mêmes contiennent des biais, et on fait des post-traitements sur ces algorithmes qui contiennent des biais. Donc les résultats ne sont absolument pas neutres. Et là où c'est marrant, c'est quand on essaye de corriger ces biais, quand on se dit il y a des choses qui sont inacceptables et qu'on impose une certaine censure sur ces modèles, en réalité on est en train d'intégrer une ligne éditoriale à l'intérieur de nos outils d'IA. Donc ils étaient déjà pas neutres à la base, alors là, après la ligne éditoriale, ils deviennent franchement orientés, et c'est quelque chose qu'on doit garder en tête lorsqu'on les utilise. Il y a un défi écologique et économique. Les deux défis sont intéressants à mettre en parallèle puisque en fait ils sont directement liés. Ça coûte cher. Voilà, ça coûte cher. Évidemment, l'enjeu c'est de faire le ratio entre ce que ça coûte et ce que ça peut rapporter pour avoir une démarche qui est raisonnable. Mais bon, ça je pense que je ne vous apprends rien. Et puis économiquement, ça coûte cher. Donc là, en général, le ratio il est très vite intégré dans les entreprises entre ce que ça coûte et ce que ça peut rapporter, mais ça remet aussi en cause des modèles économiques, et notamment sur les productions de contenu, les productions de connaissances. Tout ce qui est généré comme contenu sur Internet est aujourd'hui remis en cause par les IA génératives. D'accord ? En un mot, comment sont rémunérés les producteurs de contenu sur Internet ? Par la publicité lorsque vous visitez leur page. Okay, si on bascule sur ChatGPT et que vous interrogez directement ChatGPT, en fait, vous n'allez plus faire cette visite et vous modifiez radicalement tout le modèle économique d'Internet aujourd'hui. La sécurité. Alors, sécurité au sens très large, mais notamment sur vos données personnelles. C'est des outils qui sont lourds. Si c'est des outils qui sont lourds, ça veut dire qu'ils tournent sur des serveurs. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous les interrogez, vous faites sortir des données du cadre dans lequel vous vous trouvez. Et donc, il y a des conditions de licence qui disent dans quel cadre vont être exploitées les données que vous transmettez, mais il y a potentiellement, dans certains cas, des fuites. Et donc ça, il faut faire très attention. Les entreprises ont parfois été un petit peu naïves au début. Je pense que maintenant, les stratégies sont en place, mais c'est important que tout un chacun sache
que c'est des informations qui circulent sur le web avec des acteurs parfois externes qui vont stocker les données que vous envoyez, les documents que vous voulez analyser, toutes ces choses-là. Voilà. Et puis le dernier défi sur lequel je voulais intervenir, les interactions homme-machine. Aujourd'hui, l'IA génère énormément de données, c'est ce que j'ai essayé de représenter en haut. L'IA est aussi un filtre sur toutes les données du web, via les moteurs de recherche, les moteurs de recommandation ou quoi. Et finalement, on se rend compte que ces IA sont à la base des interfaces entre les données et puis les humains. Interface commerciale, ressources humaines, médicales, puisqu'il y a énormément d'usages, pédagogiques, informationnels. Et donc, tous les défis qu'on a mentionnés précédemment, il faut les analyser au prisme de ces usages. Voilà, voilà. Pour conclure, un petit parallèle, l'éthique, c'est quoi en intelligence artificielle? C'est quelque chose qui est assez mal cerné, mal défini. Les juristes n'aiment pas ça du tout, d'ailleurs, ils préfèrent le terme de réglementation, où on sait de quoi on parle, et pas le terme d'éthique, qui est très vague. On peut, malgré tout, faire le parallèle avec la médecine. En médecine, on juge en général qu'il y a 8 piliers à l'éthique. L'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance, qui est différente, la justice, la confidentialité, la transparence, la notion de consentement et le respect de la dignité humaine. C'est assez marrant parce que tous ces piliers-là sont très intéressants à analyser du point de vue de l'intelligence artificielle. Est-ce que les humains contrôlent le processus? Est-ce que on s'en sert pour faire des choses bien? Est-ce qu'on peut s'en servir pour faire des choses mal? Est-ce qu'on a une égalité d'accès à l'IA? Quelles questions sociales ça peut lever? Est-ce que les données sont confidentielles? Est-ce qu'on a de la vérité, de la transparence dans les modules qu'on utilise? Est-ce que l'utilisateur est réellement consentant lorsqu'il utilise ces outils-là? Et est-ce qu'on respecte la dignité humaine? Bon, on a encore un petit peu de chemin à parcourir. Voilà. Pour cette bonne explication, et puis comme ça montre vraiment tout ce qui se passe à l'école et comment on forme nos futurs ingénieurs de demain à toutes ces questions. On va continuer avec Romain Farou, qui est le CEO de la Ferme Digitale, qui va nous présenter un peu qu'est-ce que la Ferme Digitale et nous parler du hackathon Gaïa. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je suis Romain, CEO, ça veut dire homme à tout faire dans une association de start-up. Et c'est un plaisir d'être au service de tout cet écosystème innovant qui a une dizaine d'années. Donc la Ferme Digitale, un mot très rapide, c'est une association d'une centaine de start-up qui dévie un petit peu du nom originel de digital pour faire part du digital aussi des services qui n'en sont pas, des biosolutions, de la formation. En gros, le combat commun de tous nos membres, qui sont cette centaine de startups, et autour d'eux, quand même des grandes personnes, parce qu'on a même AgroParisTech parmi nos membres, une cinquantaine de partenaires, et AgroParisTech est d'ailleurs rentré au conseil d'administration de l'association pour nous aider à embrasser encore un peu plus tous les enjeux de transformation de l'agriculture. On est assez orienté sur l'amont, la production, l'accompagnement des acteurs de terrain, et tout ça fait un pont assez naturel avec l'IA, qui aujourd'hui nous apporte vraiment un outil et une opportunité sur la question de la donnée. Parce que j'ai commencé moi personnellement il y a 15 ans à croire qu'on pouvait massifier la donnée dans le monde agricole, et qu'en aval, et vis-à-vis aussi des services environnementaux que l'agriculture est amenée à rendre, toute cette donnée allait être une matière et un tissu qui allait permettre de diffuser davantage de connaissances. L'intensivité en connaissances, c'est d'ailleurs le leitmotiv de notre président d'honneur, Hervé Pillot, qui depuis longtemps prône le digital et vient lui vraiment du monde de l'élevage, et montre que ça embrasse vraiment toutes les générations. Il n'y a pas de digital pour les plus jeunes ou pour les plus grosses fermes. Tout ça, c'est relativement faux si on regarde à l'usage tous les cas pratiques d'innovation qui se mettent en œuvre sur le terrain. Mais chacune se met en œuvre un peu en silo, dans son secteur, sur son sujet. On a encore, même nous, dans notre écosystème, du mal à faire travailler tout le monde ensemble. Et la donnée, c'est un formidable sujet transverse à toutes les activités innovantes et à la relation de l'amont avec l'aval et le citoyen et le consommateur, si je résume. Donc l'intelligence artificielle, on l'utilise en tant qu'outil de calcul depuis déjà une dizaine d'années largement pour traiter toutes les données
qu'on a effectivement sur chacun de nos couloirs de nage en grand nombre. D'aucuns auront beaucoup de données sur la météo, sur le marché, sur la réglementation. La question, c'est comment est-ce qu'on recroise toutes ces données? Comment est-ce qu'on casse tous ces silos d'or sur lesquels chacun repose en étant sûr que sa donnée vaut de l'or? Et celle du machinisme, n'en parlons pas, parce qu'elle est à peu près partout dans nos fermes, et on y a assez peu accès. Je trouve que si vous regardez à quel point on est capable d'extraire nos cartes de nos consoles, c'est assez faible, et d'extraire nos données brutes de nos robots de traite, c'est aussi assez faible. Ça nous rend des services, certes, c'est très bien, et ça crée de la valeur sur ce volet-là. Mais plus on va ouvrir et plus on va interconnecter ces données, c'est notre conviction, plus on va créer de valeur et plus on va faciliter l'accès à la connaissance. Et donc là, l'intelligence artificielle générative entre en jeu. Donc on a un écosystème qui maîtrise bien l'IA comme outil de calcul, chacun sur ses données, qui crée de la puissance de calcul, de l'amélioration continue des services. Et l'IA générative nous donne la possibilité, par des bacs à sable de données un petit peu du monde idéal de la data partagée, interopérable et consentie. On ne met pas de côté le fait que le consentement soit indispensable juste au moment où on fait des hackathons. Et donc où la ferme digitale porte un projet qui s'appelle Gaia, qu'on a présenté à l'IA Summit au Grand Palais, qui était le seul projet agricole. Donc c'était la petite fierté quand même de notre écosystème d'avoir été en avant-garde sur le sujet et d'être reconnu pour ça. De proposer à l'écosystème agricole des bacs à sable de données qu'on n'a pas aujourd'hui, parce qu'on a un gros problème de consentement et d'interopérabilité qui n'est pas totalement traité, mais dont il n'était pas question de le traiter d'abord pour croiser de la donnée. C'est ça notre conviction. C'est plutôt de partir du bas et de donner à des opérateurs de terrain. Et donc Vincent, je te remercie parce que c'est vrai que la formation que vous donnez est le niveau 2 de l'utilisateur de l'IA, surtout celui-là qui nous intéresse. Il n'est pas extrêmement compétent en informatique, mais c'est pas grave. Il comprend bien les sujets de gestion de projet, il comprend bien les sujets d'architecture, et surtout il sait parler aux gens du métier, aux acteurs de terrain, qui sont ceux qui, par leurs usages et par la preuve qu'ils feront de la meilleure productivité qu'ils pourront avoir, les nouveaux services qu'ils pourront développer, créeront finalement la finalité de tout ça, et feront que l'IA générative trouvera une place à peu près dans toutes les organisations. Parce que partout où il y a de la donnée, l'intelligence artificielle générative va nous y aider. Le fait d'être une interface entre la donnée et l'homme, c'est précisément ça. Mais on est un peu au stade du cheval et on nous présente une voiture, un moteur à explosion dans une voiture, et on ne se figure pas, si on regarde vraiment la réalité de ceux à qui on présentait cette technologie, à quel point elle est de rupture, à quel point tout va changer avec cette technologie-là, parce qu'avec son cheval, on ne va pas à plus de 20 km, et que quand on lui dit « mais si, vous pourrez aller à 500 bornes, vous verrez pourquoi faire », on ne comprend pas très bien, et on est un peu tous ignorants au même niveau que celui qui aime encore trop son cheval. Et nous, là-dedans, on est un écosystème qui a vocation à essayer de vous donner de la confiance et de l'envie, parce que c'est surtout ça qui crée le moteur du progrès, et d'essayer de casser une forme de résistance ou de prudence, non pas à l'excès, c'est bien légitime, mais de se dire au moins développons des laboratoires et des prototypes dans lesquels on va embarquer des opérateurs pour se démontrer et proposer à ceux qui ont des réflexions plus sur la stratégie d'ensemble, sur les infrastructures et sur les régulations, réellement des parties prenantes engagées, des exemples de ce que ça va pouvoir donner et de ce qu'on doit pouvoir libérer comme opportunité de travailler sur ce volet technologique. Donc, nous, on aura plaisir à vous présenter tous ces travaux qui avancent hackathon après hackathon. Donc là, on va vous produire les rapports des premiers cas de bacs à sable qui ont été travaillés pendant le salon d'agriculture, dans lesquels on aura eu une agence de la génomique Limousine, quelqu'un qui est passionnant par justement son profil très complémentaire entre l'élevage traditionnel et la compréhension de ce qu'on va pouvoir faire avec toutes ces données. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire beaucoup mieux dans l'agriculture. Simplement, il faut qu'on soit mieux informé, mieux documenté et qu'on utilise véritablement tous les outils qu'on va avoir à notre disposition. Donc il faut être compétent, il faut être capable, il faut lever un petit peu le frein de ses habitudes. Et on vous restituera ça au LFD, qui est un événement qui vraiment est du techno-optimisme
de cet écosystème de start-up le 17 juin à la communale de Saint-Ouen. C'est pareil, on fait le jeu du Grand Paris, on va vous emmener un peu plus loin en métro que dans un Paris intramuros qu'on aime tous, mais aussi pour voir un petit peu aller de l'avant et regarder ce qui se passe justement dans ces quartiers-là qui sont en mutation. À l'instar de cette dynamique urbaine, nous on va porter la dynamique de la transformation du monde agricole par ces nouveaux outils et vous partagez toute la confiance que ça peut créer autour de nous et les sujets, les nœuds, les enjeux sur lesquels vraiment ça peut venir apporter des solutions, celle de la transformation de nos fermes pour devenir et des outils de production agricole et des outils de production d'optimisation énergétique, de biodiversité, de carbone, tout ça, ça se fluidifiera si on a effectivement davantage de données qui circulent. Et pour qu'elles circulent, la justification, c'est qu'on en fasse quelque chose. Et ces services qu'on présente ont vocation à apporter cette vision-là. Je vous remercie et à tout à l'heure pour en discuter. Et donc, notre dernière intervenante, c'est Sophie Martin, qui est la directrice de l'Alliance Harvest. Elle va nous parler un peu de ça, avant de pouvoir passer aux questions. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis Sophie Martin, je suis chercheur à INRAE dans la même unité de recherche que... Il y a la caméra pour les personnes en ligne. Dans la même unité de recherche que Vincent, donc sur le campus de Palaiseau. Et donc, je dirige l'Alliance Harvest, qui est une des chaires partenariales de mécénat, dont a parlé Olivier tout à l'heure. Et je vais vous présenter en quoi les travaux menés dans Harvest montrent comment la Fondation contribue au thème de agro et IA. Alors le périmètre de l'Alliance Harvest, c'est un peu plus que agro et IA, ou enfin c'est un peu différent, c'est agriculture et numérique, donc on voit qu'il y a beaucoup de recouvrement. Et nous sommes 8 partenaires pour l'instant. Il y a 3 entreprises, Exact Robotics, la Société du Canal de Provence, Sophie Protéol. Il y a un institut technique Terrinovia, un cluster dédié aux innovations numériques pour le AgriTech Valley. Et il y a 3 établissements d'enseignement supérieur et de recherche, AgroParisTech, Télécom Paris et Unilassal. Et donc, à nous tous, nous avons l'ambition de contribuer à l'émergence d'outils numériques qui soient au bénéfice de la filière agricole dans le cadre de la transition agroécologique. Alors, cette ambition, nous l'employons en soutenant grâce à la fois aux mécènes financiers et au mécénat de compétences, nous soutenons des actions de recherche, des actions de formation et aussi des actions de diffusion. Donc, dans les sujets de recherche, nous avons ciblé 4 sujets. Tout d'abord, un qui concerne le sol et la capacité avec de la spectrométrie infrarouge d'être capable d'avoir un bon état des lieux de l'état de santé du sol, en particulier son état biologique. Un deuxième sujet de recherche qui traite de la capacité de la télédétection à évaluer l'évapotranspiration et par là d'avoir une idée du besoin en eau des plantes, se rendre compte si en plus on croise ces données avec des données d'irrigation, on peut même avoir une idée de l'efficacité, de la performance de l'agriculture irriguée. Il y a un troisième sujet de recherche qui concerne la détection automatique des adventices. En général, c'est une première phase qui est ensuite liée au fait de pulvériser ciblé. Mais c'est vrai que ça peut être une première phase qui sera ensuite suivie d'une autre façon de traiter les adventices. Et donc nous, ce qu'on aimerait, c'est contribuer au fait d'être capable d'évaluer cette détection automatique des adventices, donc d'avoir tout un protocole qui permet de faire ces évaluations dans des cadres un petit peu compliqués, peut-être quand par exemple il y a beaucoup d'ombre à différents moments de la journée. Donc se rendre compte de ces différentes capacités d'évaluation. Et le dernier point, c'est sur la robustesse de ces modèles, donc qu'ils soient dirigés par les données ou qu'ils soient hybrides entre modèles mécanistes issus de la physique ou de la biologie et dirigés par les données, et donc d'évaluer leur robustesse, et comme ça on pourra avoir une idée de la confiance qu'on peut avoir en eux quand on a envie de prédire par exemple des performances de rendement dans le contexte du changement climatique. Donc bon, là je ne détaille pas plus, mais donc sur le site web, les 4 feuilles de route sont bien décrites, donc le site web de l'Alliance Harvest. Et peut-être comme juste 3 petits points, le fait de dire que bien sûr on n'est pas du tout les seuls à travailler là-dessus, mais que le fait d'avoir des partenaires très divers nous permet de faire un état des lieux assez rapide de ce qui existe déjà. Un deuxième point qui est le fait que quand on s'intéresse à un problème, on a très souvent l'impression qu'il y avait vraiment une nécessité à trouver des moyens d'évaluer,
d'avoir un niveau de confiance dans les résultats qui sont obtenus par les outils numériques. Et le troisième point est le fait que on a la taille qu'on a et donc on a l'ambition de s'intégrer dans des projets plus grands, au-delà du périmètre de l'Alliance. Et en particulier, nous contribuons actuellement à un projet qui est financé par France 2030 sur les jumeaux numériques à l'échelle de l'exploitation agricole et sur l'évaluation de la transition agroécologique. Et maintenant, un petit mot sur les actions de formation. Eh bien, là, nous sommes, je pense, identifiés dans les 3 écoles, dans AgroParisTech, Télécom Paris et Unilassal, comme un réservoir de sujets potentiels pour des projets étudiants. Et dans le cadre maintenant de la diffusion, nous organisons chaque année un colloque. Donc, chaque année, nous en avons fait un en 2024, un en 2025. Le premier à AgroParisTech et le second à Télécom Paris. Avec l'idée que vraiment nous voulons créer des liens, renforcer des liens en partageant les connaissances. Donc, par exemple, au dernier colloque, il y avait des interventions de chercheurs en sciences des données, mais aussi d'agriculteurs, de professeurs, d'étudiants. Et nous avons notre prochain... Donc, vous voyez, il y a des synthèses de ces colloques qui sont disponibles sur le site web. Et nous organiserons un prochain colloque en 2026 à Unilassal. Merci. Oui, puis merci à tous d'avoir accepté de participer, d'avoir respecté les timings. Donc on a le temps pour des questions, ce qui est parfait. Je ne sais pas si vous avez des questions pour certains de nos intervenants dans la salle ou en ligne. Lucie va vous amener le micro. Alors c'est normal si on ne t'entend pas, c'est pour ceux qui sont en ligne. C'est pour les personnes en ligne. Oui, merci. Je suis Armand Henriot de l'Argentais, Paris 69. Moi j'avais 4 questions. Aurore, est-ce qu'elle peut donner des exemples concrets qu'elle a rencontrés chez les entreprises et inspirants? Une deuxième question, c'est de savoir sur les IA, est-ce qu'on va, peut-être à Vincent, est-ce qu'on est susceptible de buter sur la contrainte énergie, consommation d'énergie où vous avez parlé du coût élevé. Une question à la fois. Une question à la fois. Non, je vais donner les 4 questions, non. Troisième question, est-ce que à Romain, les financements de ce que vous faites, c'est des financements privés ou est-ce que c'est des financements publics, et notamment européens éventuellement? Et la 4e question, un peu la même. Vous avez parlé de partenariats avec les écoles, c'est très bien, mais est-ce qu'il y a aussi des partenariats internationaux, notamment avec l'Europe? Première question. Alors, première question pour Aurore. Je te laisse répondre. Ça, c'est pour en ligne, donc. Ah, d'accord. Il faut oublier le. Il y a peut-être dans la méthodologie, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. C'était un cabinet de conseil qui avait décidé d'une approche pour comment définir leur cas d'usage et comment les prioriser. Et ça, ils ont fait une matrice assez simple qui était la faisabilité d'intégrer l'IA par rapport à l'impact. Et ça, je trouve que toutes les entreprises peuvent prendre cette approche pour savoir, OK, en interne, quels sont finalement les process qu'on peut modifier en regardant quel va être l'impact et quelle va être la faisabilité de changer. Ça pour moi, déjà, je trouve que c'est une approche très concrète. Merci. La deuxième, c'était plutôt pour... Voilà, il vaut mieux que vous veniez ici pour qu'en ligne on vous voit, et comme ça, j'ai pas besoin de me déplacer avec mon verre micro. Donc sur l'énergie, je vais répondre vite, et puis on pourra en rediscuter après. On joue aux montagnes russes, et donc on met en jeu, effectivement, on touche les limites d'un modèle économique, et on va toucher les limites de la consommation électrique à peu près en même temps, grosso modo. Pour donner une petite idée, là, les capacités émergentes qu'on observe aujourd'hui en intelligence artificielle, qui sont réelles, c'est des choses qu'on ne savait pas faire il y a 3 ans, et qu'on sait faire aujourd'hui. Ça correspond à peu près à une multiplication par 1000 de la taille des modèles. Donc par 1000 de la consommation électrique, voilà. Dans l'intervalle, en fait, le modèle économique n'était pas viable. Et donc les gens ont travaillé sur l'optimisation de ces modèles
dans des proportions dingues, et on a gagné quasiment un facteur 100. Et je ne sais pas si vous voyez l'ampleur des montagnes russes sur lesquelles on joue. Voilà, hier, Meta, donc Facebook, vient de annoncer leur dernier modèle d'intelligence artificielle, et ils ont encore multiplié la taille. Donc voilà, on est là-dedans. Et effectivement, on est sur une hausse de la consommation, mais une hausse où on n'arrive même pas à identifier la tendance, tellement l'amplitude des montagnes russes est prononcée. Un petit complément sur ce sujet d'ailleurs, on parle aussi d'économie d'énergie au niveau des serveurs informatiques avec des ordinateurs quantiques qui commencent à arriver dans les data centers et qui résolvent une grande partie de la consommation courante. Il faut, et c'est pas non plus du technosolutionnisme, mais du techno-optimisme qu'on garde quand même au cœur, de se dire on aura aussi des progrès sur ce qui est limitant ou limité dans le schéma actuel et selon l'état de l'art actuel. De ce qui est du travail que fait la ferme digitale pour l'édition de communs numériques, c'est vrai que ça semble être un travail qui a vocation à être d'intérêt général. Et il l'est à certains titres. À l'état aujourd'hui des premiers hackathons qu'on fait, on le finance nous-mêmes, mais on est en train de structurer un projet pour proposer un financement plus large et plus massif en vue de vulgariser ce travail qui a vocation à sensibiliser les utilisateurs pour exprimer les cas d'usage et à faire travailler les numéros 2, pas les plus compétents chevronnés, mais déjà des gens avec une compétence conceptuelle importante et les outils suffisants pour pouvoir produire des prototypes, pour qu'ensuite, dans le métier, on puisse se faire une idée réellement de la pertinence et de la portée des solutions proposées. Donc c'est vraiment aujourd'hui encore porté par nos petits bras et par les participants qui ont une contribution pour venir profiter de cette architecture ouverte. Et donc sur l'ouverture vers l'Europe, donc l'Alliance Harvest existe depuis 2 ans et demi. Donc je dirais qu'on est en phase, donc là on commence à connaître un peu mieux l'écosystème français. Et donc la première initiative que je vois, c'est en ce moment pour créer des liens pour pouvoir présenter des projets horizon européen. Voilà. On en est à ce stade. Merci. Donc on a une autre question au fond de la salle. Oui, moi je pose aussi une question du coup sur l'usage de l'intelligence artificielle face au réchauffement climatique. On développe beaucoup de nouvelles technologies qui ont l'air d'être des bonnes idées pour réduire les consommations. Enfin, je vais prendre par exemple l'exemple des LED, où comparé à la lampe à incandescence, ça a été un grand bond énergétique et qui nous a permis de réduire toutes nos consommations. Donc on peut supposer qu'avec l'IA, on va pouvoir optimiser énormément de processus. Mais est-ce que ça va pas nous conduire à faire la même chose qu'avec les LED, c'est-à-dire en ayant réduit une part des consommations, justifier la surintensification des usages, et donc pas au final réellement lutter contre le réchauffement climatique. Moi, je suis un utilisateur de l'IA au quotidien et j'adore ça, je trouve ça exceptionnel. Mais comment est-ce qu'on prévoit la suite pour être sûr qu'on aille dans le bon sens et régler les problèmes qui comptent vraiment? Merci. Qui veut prendre? Non, mais la question est super bonne, et parce que effectivement, on est dans la surconsommation. Et la réponse, on l'a pas, parce que vous dites, il faut qu'on ait un plan à long terme avec une vision de là où on va, et c'est exactement ce qu'on n'a pas. La spécialisation quand même de l'IA est une opportunité qui va être prise en main par les utilisateurs d'être plus frugaux quand même. Quand on a des modèles qui vont se spécialiser et tourner sur des périmètres de données plus limités, on observe ici que ça peut quand même être un bon levier pour ne pas taper dans toutes les données pour rien. Si aujourd'hui on demande à une IA où sommes-nous, la plupart pourront vous dire en France, à Paris, dans les plus génériques, plus spécialisés en géographie viendront vous dire exactement à quel endroit on va se situer en coordonnées. Spécialisé historiquement, on va vous dire dans quel bâtiment, de quelle époque on se trouve. Et puis une IA spécialisée en agriculture et en soutien de l'innovation et en prospective agricole se dira qu'on est à l'AG de l'agro et alumni en très bonne compagnie. Et celle-là n'aura peut-être pas fait tourner autant de données que toutes les autres. C'est à ça qu'on croit, nous, dans la spécialisation et la version agentique de l'IA. Mais c'est des regards plantés, c'est l'occasion d'un débat et de partager
des postures, des visions peut-être différentes. Et je te vois le sourire, je pense que tu y crois quand même un petit peu. Merci. Alors, encore une question. Oh, il y en a plein. Allez-y, allez-y. Oui, très rapidement, juste pour clarifier encore mieux, quelle différence ou complémentarité ou autre y a-t-il entre ce qui a été indiqué là sur l'IA, ou même de relation de tout à partie, et ce qu'on appelle depuis une bonne trentaine d'années les systèmes experts? Voilà, super. L'IA, ça naît en même temps que l'informatique, hein, ça a 70 ans, quoi, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et l'IA, en fait, on n'est pas capable de le définir parce que la définition a changé au cours du temps. Et donc, pendant 30 ans, l'IA, ça a été les systèmes experts. Et l'enjeu, c'était de capter une expertise, de la transformer en algorithme pour avoir un process automatique. Et depuis 2012, en gros, c'est là où Yann Lequin a dit, bon, on arrête, maintenant l'IA c'est nous, il a piqué le terme, quoi. Et l'IA est devenue centrée sur les données. Et donc au lieu de prendre l'expertise d'un humain, on essaye de prendre l'expertise d'un ensemble d'observations. La volonté est la même, le processus est un petit peu différent, les processus sont hybridables et hybridés aujourd'hui, puisque l'IA elle est vraiment protéiforme. Et donc voilà, c'est ça un petit peu ce qui s'est passé grossièrement dans l'histoire de l'IA. Merci. Lucie, je crois qu'il y a une question devant toi. Tiens, tu l'as. Ok, merci. Oui, bon. Non, ça marche, c'est juste que c'est pour en ligne. Ah d'accord. Il y a ma question porte sur les data. Il y a beaucoup de data qui semblent être, préservées. Je sais plus, les Américains avaient fait des trucs sur le génome. Comme je suis pas un spécialiste, je sais pas exactement, mais c'est des data que les gens ne veulent pas partager. Or, c'est souvent celles-là qui sont assez intéressantes. L'espérance de mettre tout en commun fait penser à quand même un peu un monde de bisounours, alors que c'est quand même des requins qui jouent là-dedans, non? Bien sûr, il n'y a pas du tout question de tout partager. L'IA, c'est justement en ça qu'elle se spécialise, c'est que celui qui voudra l'utiliser pour valoriser son expertise, et certes, donc la protéger et la garder par-devers lui, pourra le faire. Ce qu'on lui propose par contre, c'est d'en ouvrir quelques échantillons anonymisés pour permettre aux autres de mieux la valoriser et pouvoir la faire circuler. Et c'est là que la vérité du business par la data pourra aussi s'exprimer en quelque sorte. C'est qu'une donnée qui ne sert à rien sera très peu recherchée et interopérée avec d'autres. Mais effectivement, pour ça, il faut une certaine transparence dans au moins cette logique de bac à sable, dans laquelle on propose d'avoir une approche qui est vraiment par le bas, bottom-up, avant de faire du top-down qui souvent est très sachant, très descendant, parle de mots et de concepts qui font plutôt peur aux utilisateurs et ont tendance à les braquer. Et c'est ça la démarche et la réponse que je peux donner. Merci. Est-ce qu'on fait une dernière? Donc Il y a des questions en ligne aussi. Ou en ligne oui, en ligne. Ou en ligne. Alors, oui, alors... on fait une en ligne. Ok, parce que après, très rapidement. Restez, il y a l'AG qui va être très intéressante aussi. Et après, on pourra débattre pendant des heures pour le pot. Mais si on prend tout ça, je pense qu'on en a pour 2 heures. Alors très rapidement, puisque vous venez de dire les données sont prises par l'IA un peu n'importe où, partout, et c'est vrai qu'il y en a énormément. Comment se fait ou comment se fera ou comment on est en train de travailler sur le contrôle de la fiabilité de ces données? Est-ce qu'il y a des mécanismes autocorrecteurs? Alors parfois, à ce stade, la communauté est un mécanisme autocorrecteur. C'est-à-dire que par le fait qu'on s'engage dans des travaux pratiques et qu'on le fait avec une vocation un peu d'ouvrir la voie, pour le moment, ça vous semblera naïf et ça l'est peut-être, mais en tout cas, on est aussi dans un monde où certaines logiques commencent à s'imposer qui contrecarrent celles d'avant. Et là, la logique du bon sens dans le fait que les équipes qui pratiquent et utilisent ces données n'ont aucun intérêt à laisser circuler quelque chose qui emmènerait à créer de l'erreur, fait qu'en fait la communauté, et alors l'open source est assez extraordinaire pour ça, c'est que d'un seul coup vous avez 4000 développeurs à disposition, gratuitement, et on peut bien observer que c'est vrai que ces communautés, on en fera d'ailleurs une partie des thématiques de notre journée, justement en vue de répondre à ces questions, qu'est-ce que ce travail communautaire apporte aujourd'hui, surtout dans ce contexte où la digitalisation et l'accès mondialisé à la donnée fait qu'on peut, et
qu'il n'y a pas de limite de langue, et qu'on peut véritablement mutualiser des ressources, en particulier sur le tri de la mauvaise graine dans la donnée. Alors il en passera toujours sous les radars, mais c'est qu'elle ne sera pas utilisée. Donc à la limite, c'est peut-être pas très grave. Toutes celles qui sont utilisées à un moment ou à un autre, qui sont mobilisées, on a un regard quand même très spécial sur les ponts qu'on va créer, les outils et la manière dont ces données vont être corrigées, normalisées, redressées, on dit. Toutes ces phases-là, elles permettent quand même d'en exclure une partie qui serait véritablement pas correcte. Merci. Donc, dernière question en ligne. En ligne, on demande comment réfléchir à un modèle européen de l'IA pour l'agriculture, et peut-être une toute petite question facile à répondre. Les scénarios, enfin facile ou pas, je sais pas. Les scénarios 3 et 4 de l'ADEME partaient sur des besoins en data center x10, x15. Prenaient-ils l'IAG en compte? En tout cas rapide, facile, je sais pas. Les scénarios 3 et 4 de l'ADEME partaient sur des besoins en data center x10, x15. Prenaient-ils l'IAG en compte? Tu veux répondre? Moi, non, je ne peux pas répondre à cette question. Quelqu'un d'autre, non? Personne n'a la réponse. Non, il faut 10 x 15, d'où partons? Parce que il faut 10 x 15, c'est peut-être pas très grave, sachant qu'on n'en a pas encore des quantités qui inondent le territoire, et c'est pas ce qu'on souhaite. Mais l'équilibre, c'est en permanence ça qui est en jeu. Et l'équilibre à l'européenne va être aussi une version politique qu'on va pouvoir peut-être bâtir et affirmer autour de quelque chose qui là part plutôt de zéro. Donc c'est toute notre chance aujourd'hui. Merci, et désolé pour les frustrations des questions. On continuera le débat après. L'idée c'était vraiment de vous avoir donné un peu un panel, une accroche, une vision un peu éclectique de ce qui se passe au sein de la fondation, de l'école, de nos alumni, des agros. Donc merci beaucoup à tous les participants.